Vas-y. Alors, donc là, on va démarrer d'un genre de Chouk et Rabani, Rav Ariel, Rav Aoudi. Merci beaucoup, Rav Abdelhak, Rav Nathanaël Monan. Merci beaucoup pour être présent pour le Sioum Betsa du groupe Dafayomi. Je me permets juste de prendre la parole parce que voilà, exactement. Une mauvaise habitude, mais je vais rapidement laisser la parole à tous ceux qui ont préparé quelque chose. Juste pour rappeler qu'il y a plusieurs sessions de Dafayomi avec les rabbinim qui sont ici. On les remercie vraiment chaudement, tous les balébatines comme moi, et qui profitent de tout ce que fait le Centre Aleph. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre également. Il y a plusieurs séances par jour et toute l'année, pendant les vacances. Voilà. Donc, sur le Sioum, sur Betsa, je vais juste faire un petit peu d'introduction. Après, je laisserai la parole à Daniel. Il y a Gérard aussi qui a préparé un mot. Évidemment, le Rav Abdelhak et Nathan Mann. Et puis, Rav Aoudi aussi pour dire un mot. Alors, on va juste faire une petite interruption pour Arvid Bismano parce que le Rav me fait l'honneur d'être là, mais il a une petite contrainte. Voilà, juste après Arvid. Donc, et on continuera, puis il y a la Séouda. Donc, on va dédier ce Sioum pour la Refoua Shelema de différentes personnes. Donc, Rachel Bat Yehudit, Chana Bat Saada, Chaya Bat Rose, Shlomo Ben Chana, Gabriel Chai Ben Sarah, et on fera le Nishmat tout à l'heure pour votre papa. Voilà. Pour les Refoua Shelema. Alors, juste pour dire un petit mot. Pardon? Sassi Ben Messaouda. Alors, juste pour. Alors, je parle, c'est quelques mots que j'ai tirés d'un cours que j'ai entendu de Rav Rosenberg, également des très bons chidushim que me donne le Rav Aozi tout le long des trajets, dont je remercie encore d'être dès maintenant, tout le trajet. Donc, juste pour dire que Betsa, finalement, on dit que c'est une macérette Yom Tov. Hein, on parle, les autres qui sont là, ils n'ont pas. Voilà, donc on l'appelle aussi Maseret Yom Tov, car ça traite évidemment de tous les aspects de Yom Tov. On sait que la différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est principalement toutes les melachot qui sont liées au Chel Nefesh, donc tout ce qui sert à cuisiner, à préparer des repas. Mais il y a une petite spécificité à la Maseret Betsa, c'est qu'il y a beaucoup de nuances. Et ça va être un sujet traité par notre ami Daniel. Et donc, et en soi, c'est ce qui la rend beaucoup plus difficile que finalement Shabbat, où finalement c'est assez carré. Hein, tout est assez carré dans Shabbat. À la rigueur, c'est plus facile de respecter Shabbat que Yom Tov. C'est vrai que les Chachamim, plusieurs fois dans la Maseret, ont des lois beaucoup plus strictes pour préserver le Yom Tov par rapport à Shabbat. Mais juste une chose qui est assez remarquable, qu'a remarqué Rav Rosenberg, c'est que la Maseret Betsa commence par un bet et finit par un noun. Donc, ce qui leur amène à Bina. Donc, il faut une Bina Itera supplémentaire, une logique supplémentaire pour effectivement bien la comprendre. Et donc, et quand on regarde que les Mishnayot, ça commence par un bet, et puis ça finit par un resh, bar, donc fils, donc un peu comme Betsa dont on parle de l'œuf. L'œuf est produit par la poule tous les jours. C'est une macérette qu'il faut quasiment étudier très, très, très régulièrement. En plus, elle a la chance qu'elle est très courte. Donc, on pourrait l'étudier plusieurs fois. Et c'est ça qui est aussi important de faire. Et donc, parce que comme la poule, elle pond des œufs tous les jours. Donc, il y a tout le début de la macérette de cette fameuse question sur l'œuf. Alors, autre chose qu'il a rappelé et qui est très intéressant, c'est qu'il a tiré un remèze. Donc, la macérette est construite autour de 5 prakim et donc qui correspond finalement aux 5 Yom Tov qu'on a, Pessar, Shavuot, Souka, Shemini Atzeret, dont on ne comprend pas vraiment on sait que c'est un Yom Tov, mais elle est difficile à comprendre. Et puis, les jours entre Rosh Hashanah et Kippour est un peu particulier, mais Rosh Hashanah qui sont ces 5. Et en fait, ce qu'il dit, qui était très intéressant, qui n'est pas marqué dans la Maseret, mais c'est lui qui l'a rappelé, c'est pour ça que je voulais le rappeler également, c'est que les vrais jours de Yom Tov,
c'est ceux qu'on aura avec l'arrivée de Mashiach. Donc, il fait le lien en disant que les vrais grands jours de Yom Tov, c'est ceux qui viendront avec l'arrivée du Mashiach. Et donc, c'est ces 5 jours-là. Et puis, il rappelle également qu'il y a un Rashi dans Borokotai où on voit que Yaakov, son nom, on rajoute un Vav qu'il a pris Eliaou Hanavi. Et donc, c'est les 5 fois où Yaakov est rajouté avec un Vav. Et donc, ça correspond à ces 5 périodes de Yom Tov. Et puis, la Maseret est très courte. Comme je disais, il y a 39, mais 40 d'Apim. On va jusqu'à 40, même si on commence à 2. Ce qui correspond aux 40 jours. Eliaou Navu va se présenter 40 jours avant l'arrivée de Mashiach. Donc, Betsa, c'est vraiment l'annonce de l'arrivée de Mashiach. Et il y a une chose qui est très importante, ce qui fait le lien avec la fin de la Maseret, c'est que Mashiach, on dit, il se tapit à la porte, il est à la porte il se tient à la porte là-dessus. Et on voit que dans la dernière Mishnah que Netanel va présenter, on parle donc dans la Maseret, on parle, j'ai dit, de Ochel Nefesh, toutes les Melachot, et il y a un deuxième grand sujet qui caractérise Betsa, c'est le Troum. Donc, c'est le fait qu'on peut se déplacer comme Shabbat jusqu'à une certaine distance, 2000 amot, mais que les objets également et tout ce qui appartient au propriétaire est lui aussi tenu à ce trou, mais on ne peut pas les déplacer de différentes façons. Et dans la dernière Mishnah, on parle des behemoths qui sont domestiques et sauvages. Et là, on voit que celles qui sont sauvages, on ne peut ni les abreuver, ni les égorger. Et ça fait. Et puis, par contre, celles qui sont behemoths, qui sont domestiques, celles-ci, on peut les égorger, évidemment, parce qu'on les maîtrise. Et ben, en fait, c'est un lien entre ces behemoths sauvages qu'on ne peut rien faire, c'est le Yetzer Hatov. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on a un peu tendance à dire allez, laisse-moi tranquille, va un peu loin. Et les behemoths domestiques, c'est le Yetzer Hara, c'est celle qui se tapit à la porte. C'est comme notre Yetzer Hara, il est tout près de nous, il nous envahit, on est entouré du Yetzer Hatov. Et là, par contre, celui-là, on peut l'égorger. Il faut arriver à l'égorger, alors que les bêtes sauvages, qui correspondent au Yetzer Hatov, on ne peut pas l'égorger, mais c'est vers ça qu'on doit aller. Donc, c'est un remèze qu'il avait fait. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà le petit chidushim que j'ai trouvé en l'écoutant. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Daniel, qui voulait dire un petit mot. Après traduction espagnole, Daniel. Traduction espagnole. L'Ichvod Rabbanim, l'Ichvod Asukal, Kadosh qui est ici. En fait, moi, j'ai commencé à étudier les Masertot cette année et je me suis rendu compte à quel point aujourd'hui on peut retrouver dans ces Masertot l'importance qu'accordent tous ces Tanaïm à être extrêmement précis, scrupuleux dans tout ce qui est l'application la plus stricte de la Torah. C'était franchement, je pense, pour eux, un souci quotidien. La minute qui passait, il devait être sûr qu'il respectait à 100% ce qu'Akadosh Baruch Hu. Ça me fait penser en fait à ce que je voyais souvent dans les livres de mes grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-grands-parents. Il y avait en fait deux lettres, avant tout, il y en a comme ça, le Hayin Bet, qui veut dire Abed Hashem. Ils voulaient avoir le sentiment le plus sérieux, le plus strict et le plus certain qu'ils étaient des esclaves du bon Dieu, des serviteurs à fond du bon Dieu. Ça me fait penser à quelque chose aussi pour faire un rapport avec la vie beaucoup plus professionnelle qu'on peut avoir. Un jour, j'ai été en train de discuter ici à la synagogue même avec mon PDG de l'époque qui s'appelait Alain Bénichou et qui s'insurgeait de dire à quel point on était extrêmement scrupuleux sur 40 CA pour un mikvé. S'il n'y avait pas ça, il y avait un cortov qui manquait quelque chose, n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Alors je dis, mais écoute, Alain, toi qui en fait nous pompes toute la journée, toute l'année avec tes processus qu'on a en fait chez IBM, je te dis qu'il faut faire ça et ça et ça et ça, un processus qui ne sert à rien du tout, parce que l'année prochaine, il va foutre en l'air parce qu'il y aura un nouveau PDG. Ça, c'est immuable, ça, c'est éternel. Alors franchement, je vais faire encore respecter le mieux que je peux ça, que tes processus qui ne servent à rien du tout. Je pense qu'en fait, il a quand même eu la non, ni lui ni moi d'ailleurs. Mais je pense qu'il y avait effectivement eu l'honnêteté de dire à quel point c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous marque. Et vraiment, je crois qu'il faut faire le parallèle. Il s'est un petit peu élevé par rapport à son quotidien de tous les jours. Ça a permis de prendre de la hauteur. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, effectivement, c'est vrai que quelquefois, certaines pages que j'écoute et que je lis et que j'étudie, eh ben, elles me parlent moins parce que je trouve que c'est très loin.
Mais j'aimerais arriver à avoir autant de scrupules quand je dois respecter malgré moi ces processus imposés par les entreprises que ce que je dois faire chaque fois que j'étudie en disant vivement le jour où j'aurai beaucoup plus de scrupules à respecter tout ça que ce que je respecte aujourd'hui par mon travail de manière obligatoire. Je dis avec un petit document de Vincent Frey. On va raccourcir. Avec l'autorisation des rabbinim. Merci d'abord de ceux qui passent du temps à nous enseigner, nous les bâtiments qui sont des béotiens. Alors on dort un peu, Jérémy bien sûr, j'avais pas vu. Et on ne comprend rien de ce qu'on entend, mais bon, ça rentre dans une oreille. Et je voudrais insister là-dessus. Je veux dire combien on a la chance, remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir la chance de pouvoir étudier la Torah, que ce mérite il continue sur nos enfants, nos petits-enfants, que tous les juifs du Ham Israël, qu'ils soient loin, qu'ils soient très loin, qu'ils soient encore plus loin, ils aient la chance d'avoir des enfants qui étudient la Torah et qui soient en plein de Torah. C'est une chance extraordinaire. Et ça, je voudrais vous remercier pour une chose qui n'a pas son pareil. Alors, j'ai entendu Rav Mebar Zerbi vendredi, j'ai écouté 2 minutes la voiture dans la voiture, et il a dit quelque chose d'assez sympathique. Il a dit qu'entre le début du chasse, de Dafayomi, et qui est le dernier Dafayomi, celui-ci, on a commencé le 8 TV 2020. Et quand on termine Betsa, ça fait 613 pages. Et c'est bientôt la Iloula je ne sais pas, il a parlé longtemps, j'ai entendu que ça, mais c'était sympathique. Moi, ce que je voudrais vous faire, un petit, parler du Mouxé. Alors, c'est une notion qui est un peu particulière. Alors, ici, tout le monde connaît tout ça, mais pour moi, qui ne connaît pas grand-chose, j'ai essayé de cataloguer les choses du Mouxé. Alors, c'est la notion du temps. Alors, c'est des choses que vous connaissez peut-être, ça va vous rassembler comme toujours. Vous savez, je suis un peu la redoute. Et j'étais un peu triste tout à l'heure de voir que quand on a dit qu'on allait faire le Sioum, beaucoup de gens se sont levés pour partir, alors que c'est le moment où il fallait rester peut-être. Alors, la notion du temps, on a 6 jours en travail, et 6 jours on fait chez Shabbat. Et bien aussi, la notion du temps, c'est aussi une autre notion, c'est l'opposition entre le profane et le sacré. Et ça dépend de la manière dont le temps est perçu. Cette notion du temps est très importante. Alors, il y a un temps de préparation et un temps d'aboutissement. Les étudiants qui passent des examens, les sportifs qui se préparent aux Jeux Olympiques, ils se préparent tous les 4 ans, ils travaillent pendant 8 ans, une fois il est malade, il ne peut pas y aller. On travaille, on est dans le travail, dans l'acharnement. La préparation, il y a le temps de l'aboutissement. On déploie notre activité. Dans le langage courant, on peut dire que c'est les moyens et la fin. Notre activité, elle a une fin, elle a une finalité. Quand le but est atteint, on déploie l'activité et après, c'est le moment où le but est atteint. Le premier est vécu comme tendu vers l'avenir et le second est vécu pour lui-même comme reposant sur soi. C'est ça la notion du Mouxé. Un peu difficile à comprendre, mais ce que je veux dire par là, c'est que le mot Mouxé veut dire Mouxé Minadaat, ça veut dire ce qui est écarté de l'esprit. En fait, s'abstenir d'une chose, parce qu'au moment où vous êtes en train de travailler, vous pensez à cette chose, à partir du moment où le moment est arrivé, le Shabbat est arrivé, le Yom Tov est arrivé, il fait plus, parce que c'est le moment du repos absolu. Donc cette chose-là, elle n'est plus dans votre esprit. Et donc c'est ça ce qu'on appelle le Mouxé. Alors on va essayer de développer. Alors si vous n'avez pas pensé, prévu explicitement ou implicitement, alors c'est ça ce qu'on appelle la notion de Mouxé. Donc on va essayer de comprendre ça. C'est un peu plus complexe que ça, bien sûr, ça ne peut pas être simple. Alors qu'est-ce qu'on appelle écarter de l'esprit? Alors la difficulté vient parce qu'il y a beaucoup de facteurs, des facteurs affectifs, des facteurs intellectuels, des facteurs de prévision, des facteurs de volonté, des facteurs de décision. Il y a 4 classes de Mouxé. Alors premièrement, Mouxé, Mechamat, Chesronkis. Chesronkis, c'est quoi? C'est quelque chose qui coûte cher. C'est-à-dire, la bourse est écartée. Ça veut dire que, par exemple, le couteau du Chokret, le couteau du Moël, coûte très cher. C'est son activité avec laquelle il a sa parnassa. Donc, il ne va pas l'utiliser pour casser des noix ou pour couper la viande de son steak. C'est sûr qu'il a écarté de son esprit. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas l'utiliser pour... il est Mouxé. Mais, dans un certain moment, c'est quand même un Kéli. Donc, on voit que ce n'est pas absolu. Si lui, il a prévu avant Shabbat, avant Yom Tov de l'utiliser, il y a quand même une possibilité, parce que c'est quand même une chose qui est utilisable. Le Mouxé est alors levé. Une deuxième classe de Mouxé, c'est Mechamat Goufo. Mechamat Goufo, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Écarté de lui-même par son corps. C'est un peu difficile. Alors, le mieux pour le comprendre, c'est comprendre négativement. Qu'est-ce qui n'est pas Mechamat Goufo? C'est quelque chose qui n'est ni un Mahacha ni un Kéli. Par exemple,
quelque chose qui n'est pas un aliment pour l'homme, n'est pas un aliment pour l'animal, qui n'est pas un objet, n'est pas un outil, qui n'est pas un récipient, qui n'est pas un instrument, eh bien ça, c'est Mechamat Goufo. Un animal, une coquille d'œuf, un os, une pierre. Une pierre pourrait rien faire avec une pierre, à part le fait qu'elle soit pierre. Mechamat Goufo, elle est intrinsèquement mouxée. Donc c'est ça Mechamat Goufo. Goufo, c'est son corps à elle, la pierre. Mais là aussi, il y a une petite chose que vous pouvez changer. Cette différence, c'est que si vous pensez que vous allez prendre la pierre pour tenir la porte, à ce moment-là, Mechamat Goufo, vous pouvez l'utiliser et il revient dans votre esprit. Alors, est-ce que c'est une affectation provisoire? Est-ce que c'est une affectation spécifique? Est-ce que c'est un acte déterminé ou non? Bon, ça, c'est des détails qu'il faut bien connaître. Et ça, je ne rentrerai pas parce que je n'ai pas les capacités pour le faire. Et une troisième classe de mouxé, c'est Melarto les Issour. C'est un objet qui est fait que pour faire quelque chose d'interdit. Un marteau, par exemple. Un marteau est fait pour planter un clou. Mais c'est un kéli quand même. C'est quand même un kéli. Comme s'il est un kéli, c'est qu'il a une fonction. S'il a une fonction, c'est qu'on peut utiliser. Son indication principale, c'est de planter des clous. Mais si vous l'utilisez pour une autre utilisation accessoire, peut-être vous pouvez l'utiliser. Donc, si vous n'avez pas de casse-noix, la condition que vous n'avez pas de casse-noix, vous pouvez l'utiliser en utilisation accessoire et l'utiliser pour casser des noix. Donc, on voit bien que c'est aussi possible que ce Mechamat Issour, peut être utilisé. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Alors, il y a aussi des utilisations, les sorères goufo et les sorères mekomo. Vous avez un chandelier sur un pot de fleurs, par exemple, sur la table. Je ne parle pas de fleurs avec de la terre. Hein. Par exemple, vous avez un pot de fleurs. Vous avez même un chandelier qui est éteint. Bon, après, on rentre dans la discussion. Rabbi Yehuda, M. Moine. Bon. En tout cas, vous avez besoin de la place. Il vous dérange si vous empêche de voir votre femme, c'est le jour de son anniversaire, vous avez envie de la voir en face de vous et le pot de fleurs, il est là. Ou tous les jours, même, vous avez envie de voir votre femme en face de vous. Eh bien, vous pouvez déplacer les sorères goufo ou les sorères mekomo pour cet endroit-là. Vous avez le droit de l'utiliser. Alors, peut-être je me trompe. Hein, si je me trompe, vous me corrigez, hein, parce que c'est un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Alors, maintenant, il y a Kéli chez Melarto, les Issour peut être manipulé sorères mekomo. Ça, on vient de le dire. Alors, Mechamat Sel, vous avez une commode Louis XVI, vous avez une commode Louis XVI chez vous, qui est restée à l'extérieur. Sous la souka, vous l'avez mis parce qu'il faut faire mise à souka, il faut la faire béidour. Vous avez sorti toute votre vaisselle, la belle, même les. Et là, il va y avoir la pluie, il va y avoir le soleil qui va l'abîmer. Alors là, c'est interdit, c'est un peu plus sévère. Voilà, donc, je voulais simplement vous dire que, et comme l'a dit tout à l'heure Michael, c'est que Ochel Nefesh, et il y a aussi des utilisations un peu spécifiques pour le Yom Tov par rapport à Shabbat, et que les rabbinim ont été plus sévères avec Yom Tov, parce qu'ils se sont dit le Shabbat, personne ne va emprunter le Shabbat, c'est pas possible d'emprunter le Shabbat. Mais Yom Tov, on a le droit de porter, on a le droit de passer la poussette, on a le droit de faire manger. Donc ça peut être amené, on peut être amené à croire que c'est facile. Donc on a été un peu plus sévère pour la notion de Yom Tov. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà. Et encore, je vous encourage, s'il n'y a qu'une seule personne dans la salle qui arrive à faire, venez, c'est extraordinaire. Je vous promets, c'est génialissime. Génialissime. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire. À 8 heures, vous sortez d'ici, vous avez déjà fait la tefila, vous avez déjà fait un daf de Gemara. Après, dans la journée, vous pouvez l'écouter, vous pouvez le réécouter, vous pouvez encore l'écouter. Et si vous l'écoutez 10 fois, vous apprenez encore des choses. Mais à 8 heures, vous êtes dehors, à 8h15, je ne sais pas quelle heure on termine, 8h20, c'est une notion incommensurable. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Vous commencez votre journée et vous avez déjà mis derrière vous un daf de Gemara et la tefila. Alors, je regarde juste le temps, juste comme ça on respecte bien le timing. Alors, on va donner la parole à Rav Adelchak ou Rav Aoudi, je sais comme vous. Rav Adelchak, merci, Rav. Quelques petits mots. Je vais rebondir sur ce que nous a dit Daniel, que ses ancêtres signaient Eved Hashem, Aïn. Et David Ameler est fier d'être Eved Hashem, l'Amnatseach, l'Eved Hashem et David. David Ameler se dit Eved Hashem, il est heureux il fait un chant pour cette chance-là d'être Eved Hashem. Et nous, chaque Ben Israël doit être Eved Hashem. Le problème, c'est que quand on regarde l'esclave
on n'a pas l'impression que nous soyons des esclaves. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne l'abondance, nous donne l'honneur, nous donne une belle vie, où est l'esclavage? Où est la ligne d'esclavage? On ne voit pas le fardeau, on ne voit pas de maltraitance, on ne voit pas Akadosh Baruch Hu nous donne tellement de bien. Où on voit des avadim, des esclaves, tellement bien traités. Mais le Ham Israël fait rentrer la notion d'esclavage et de servitude dans l'abondance. Dans cette idée-là, dans le shefar, dans l'abondance, dans la belle vie, on sait rentrer de manière douce. C'est un esclavage doux, une servitude douce que Hu nous demande. Il ne veut pas un esclavage dur. Il nous a sorti de Mitzrayim où la Avoda était Avoda Kasha, nous a donné cette force-là de pouvoir être serviteur. Mais lui, comme il est bon, il veut une servitude douce. Mais alors, comment joindre les deux? Comment je fais pour être serviteur d'Akadosh Baruch Hu, esclave d'Akadosh Baruch Hu, tout en ayant une belle vie? Réponse, je fais rentrer Akadosh Baruch Hu, la mémoire d'Akadosh Baruch Hu. Je me rappelle d'Akadosh Baruch Hu à chaque moment. On avait vu dans Masechet Shabbat, à propos de Hotza'a, lorsque le serviteur avait un emblème, il avait un emblème sur le vêtement. Parfois il était en métal, parfois il était en argile. Il allait partout avec son emblème. Et il avait peur que si son patron le voit, son maître le voit, avec l'emblème qui a été enlevé, il va se fâcher avec lui. Même quand tu ne travailles pas pour moi, tu dois montrer que tu es mon serviteur. Et c'est ce que nous faisons. Là où on va, on a des signes de servitude à Kadosh Baruch Hu. Depuis le tzitzit, les tefilines, et chaque action. Mais même quand on a, dans tout ce qu'il y a dans la journée, on fait rentrer à Kadosh Baruch Hu. On est en train de manger, on parle à Kadosh Baruch Hu. On a fini, on se réveille à Kadosh Baruch Hu. Avant d'aller dormir, à Kadosh Baruch Hu. On dort avec Kadosh Baruch Hu. Et tout à Kadosh Baruch Hu. Notre maître est avec nous partout. Il n'y a pas limite de durée, il n'y a pas limite de temps, il n'y a pas limite d'espace. Il est avec nous. Et il y a un mot fantastique que j'ai vu à propos des Chagim qui concerne aussi Masechet Betzah. Vous avez déjà tous vu la Machloket dans le deuxième Perek à propos de Simchat Yom Tov, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Un nous dit ou bien Kulo Lachem, ou bien Kulo Lachem, ou bien tout pour Akadosh Baruch Hu, toute la journée au Beth Midrash. D'accord? D'après certains Mefarshim, ils disent que ce ne sera pas toute la journée exactement, c'est-à-dire il prendra un petit repas, ce n'est pas un jour de jeûne, il prendra un petit repas et il mangera, mais c'est pas un beau, il ne ressent pas le besoin de faire un festin. Pour lui, sa simcha, c'est d'étudier. Donc ne jeûne pas, c'est Yom Tov, mais reste au Beth Midrash. S'il sent que ça lui fait plaisir d'aller manger, ben, qu'il fasse un festin. Mais ou kulo lachem, ou kulo lachem, mais sois heureux pendant la simcha, c'est le jour, tu accueilles, tu es dans la souka, tu es dans le jour de Chag, tu accueilles Akadosh Baruch Hu, sois heureux. Et l'autre disait, halkeu, partage-le, hetzio lachem et hetzio lachem. Un mot fantastique, le Hadmour j'ai oublié, un des Hadmourim rentre Beth Midrash, il voit ses deux élèves en train d'étudier Masechet Betzah, d'étudier ce daf-là. Il leur dit, je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Ils étaient sûrs que ça allait être un test, mais non, ce n'était pas un test, une question de compréhension. Il leur dit, Rabbi Yoshua, il a dit, il faut partager Chetzio Lachem, Chetzio Lachem. Mais il faut le partager comment? Il ne nous a pas expliqué. Il faut le partager en longueur ou en largeur. Rien compris. Et il rentre dans sa chambre. C'était bon, mais on n'a pas pensé à ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je partage en longueur ou en largeur? Ce n'est pas quelque chose que je peux partager. Le temps, ce n'est pas quelque chose que je peux partager. Ce n'est pas physique. Comment ça? Ils ont passé des jours, et un beau jour, ils ont tapé sur la table, ils ont dit, on a trouvé, on a compris. Ils sont allés chez un des élèves, des Talmidim Vatikim, des plus âgés du Beth Midrash. Ils lui ont exposé la réponse. Il leur a dit, oui, vous avez compris. C'était quoi? Lorsqu'on a une nappe avec un dessin, d'accord? Prenons un dessin, on a dessiné à la main un tableau ou un être humain, on a dessiné quelque chose de très beau sur une nappe, sur un tissu, sur un papier, et on veut se partager. Alors à nous de choisir. Lorsqu'on va couper en largeur, lorsqu'on a coupé en largeur, chacun aura la moitié du dessin. Disons qu'il y avait la tête vers le haut et les pieds vers le bas. Un aura la tête avec le corps, l'autre aura les pieds,
Mais si on partage en longueur, chacun aura un peu de quelque chose. Chacun aura un petit peu de la tête, chacun aura un petit peu des mains, chacun aura quelque chose, un pied pour chacun. Dans l'image, chacun aura eu quelque chose. Il aura une idée de ce que c'est. Et là, ils ont dit, on a compris maintenant. Si on partage la journée en deux, il y a une partie qui est entièrement pour Akadosh Baruch Hu, une partie a été exclue, Chas v'Shalom, de Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas ça qui veut dire non, Chalke ou partage-le, Hetziol Hashem, Hetziol Hashem en longueur. Dans chaque moment de ta journée, tu fais rentrer Akadosh Baruch Hu. Au moment où tu es en train de te faire plaisir dans la nourriture, pas de la nourriture qui te fait plaisir, fais-toi plaisir pour Akadosh Baruch Hu. Pense à Akadosh Baruch Hu. Et le matin, tu as fait ta tefila, ne la fais pas comme si c'était un lulav vayavesh, ne la fais pas comme si c'était quelque chose de sec. Fais-la et fais-toi plaisir avec cette tefila. Chantonne ta tefila, fais des beaux airs dans la tefila, chante-la. Sois heureux, ne la fais pas comme si tu étais pressé maintenant d'aller quelque part, tu travailles, tu as la pression de ton... Non, aucune pression, fais-la et fais-toi plaisir avec cette tefila. Que cette tefila soit ça devient un vrai plaisir pour toi de faire cette tefila. C'est ça le... Et d'après ça, il n'y a presque plus de machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il ne reste plus grand-chose. Parce que Rabbi Eliezer te dit, ça te fait plaisir. Si ton plaisir spirituel est plus grand que ton plaisir physique, d'accord, il te remplace le plaisir physique, tu es l'homme et ta marche. Donc, lorsque je suis avec Akadosh Baruch Hu en longueur, d'accord, de ma tefila, c'est devenu un plaisir physique, et ensuite, dans ma nourriture, j'ai rentré du plaisir spirituel, j'ai plus grand-chose de machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. D'après les deux, il faut avoir Akadosh Baruch Hu avec nous, et être heureux d'avoir Akadosh Baruch Hu avec nous toute la journée, du matin au soir. Et on voit encore cette notion de Hérouf Tafshilin, comment Akadosh Baruch Hu nous rappelle avec des petites choses. Hachamim ont instauré le Hérouf Tafshilin. Qu'est-ce que c'est que le Hérouf Tafshilin? Attention, n'oublie pas le Yom Tov. Mais beaucoup de gens m'ont posé la question et il y en a qui n'arrivent pas à saisir. Parfois, on a réussi à comprendre, mais d'autres disent j'arrive quand même pas. C'est quoi? On me demande de préparer une petite challah, un œuf, très souvent c'est une matzah, un œuf, un petit affi, on ne m'a pas demandé grand-chose. C'est pour se rappeler de quoi? On m'a dit pour ne pas oublier le Yom Tov. Si tu as Shabbat, après Yom Tov, on te demande pour ne pas oublier Shabbat. Tu risques de tout manger Yom Tov. Alors quoi? Pour un œuf, je ne vais pas oublier. Qu'est-ce qui s'est passé? Réponse, avec un petit quelque chose. Quand tu es complètement emporté, alors tu es emporté, tu es emballé, tu ne penses plus à rien, tu peux tout oublier. Des choses fondamentales, tu peux oublier. Mais quand tu as fait un petit quelque chose, un petit rappel, déjà tu es dans l'ambiance, déjà tu te rappelles de tout. Tu as mis un petit quelque chose, un petit papier que tu as mis sur ton frigidaire, te rappelle de faire des choses très importantes. Alors que des fois, des choses fondamentales, tu les oublies. Parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler sans leurs lunettes. On rentre chez eux, il y a un papier sur la porte, lunettes. Qu'est-ce qui se passe? Ce petit papier va lui rappeler. Il peut sortir de chez lui avec quelque chose, sans prendre quelque chose de fondamental. Il ne peut pas sans ses lunettes. Mais il les aura oubliées. Il ne les a pas utilisées maintenant, il les a oubliées. Alors que ce petit papier lui rappelle. Akadosh Baruch Hu te demande un petit quelque chose pour te rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Un petit quelque chose, ça te rappelle d'être... Ne sois pas esclave de manière dure. Tu te rappelles d'Akadosh Baruch Hu de manière... Avec un petit quelque chose, tu te rappelles d'Akadosh Baruch Hu. On voit dans... Hachamim ont voulu mettre des barrières au gros problème qui était le mélange, l'assimilation. Ils ont dit ne mange pas le pain de goïm. Mais je ne peux pas ne pas acheter le pain de goïm. Très souvent, on n'a pas. Ok, pas de problème. Tu achèteras chez les boulangers. Va jeter un petit quelque chose dans le feu. Ce petit quelque chose te rappellera. Tu mangeras pas. Tu manges pas de son pain. Tu manges pas de son tafchit. Il a fait cuire pour toi. Je peux pas. Un jour, Mashgiach m'a dit j'ai 70 ans. Je suis Mashgiach dans une cuisine, mais des fois la marmite, elle fait 20 kilos, 25 kilos. Elle est énorme. Je ne peux pas, c'est le goy qui doit la mettre. On m'a dit, Shitat Avet Yosef, il faut faire attention. Mais un petit quelque chose, ou bien un Shitat Arama, d'allumer d'un feu, déjà, ça faisait quelque chose. Le goy lui dit, moi, je ne suis pas bien, moi, je suis plus religieux que beaucoup d'entre vous. Oui, mais quand même, tu n'es pas un juif. S'éloigner du goy, mais avec un petit quelque chose, une petite barrière qui fait énormément de choses. Avec 1 heure d'étude, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, je me demande, rappelle-toi de moi, il y a une mitzvah d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Attaché comment? Attaché avec un petit quelque chose qu'on se rappelle. Des petites mitzvot que je trouve met à droite, à gauche. On en a par milliers. Tout le monde connaît ce pirouche-là de Rata, Kadosh Baruch Hu, les Akot et Israël.
Shirou a voulu purifier les Bnei Israël, il a voulu les remplir de mérites. Les deux sens, il y a les akot, veut dire donner des zruyot, donner des mérites, mais en même temps les akot, zach, qui veut dire pur, nous purifier. Et fichach irba lahem Torah ou mitzvot, nous a donné beaucoup de mitzvot. Pourquoi? Pour les rencontrer à chaque moment, mais à chaque fois un petit quelque chose, un petit quelque chose. Si je dois faire une seule mitzvah, il faut que ce soit une grande mitzvah, difficile. Et il a essayé avec Adam Arishon, ça n'a pas marché, on lui donne une mitzvah, mais elle contient tout. C'était très difficile. Alors on partage beaucoup de mitzvot, mais à chaque fois un petit quelque chose qui me rappelle à Kadosh Baruch Hu. Avec ça, on est attaché à Kadosh Baruch Hu. Il ratson qu'on puisse être toujours attaché à Kadosh Baruch Hu et d'être fier d'être ses ravadim, ses serviteurs de la Mnatzir, les Eved Hashem les David, et de le faire avec joie, comme si on était des maîtres. Donc là, on va faire un arbitre du jeu dans 3 minutes. Est-ce que. Alors, Jérémy, peut-être. Je sais si je vais demander. Non, mais je ne vais pas parler. Ravosi parlera après arbitre. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Jérémy, 3 minutes à 50, on enchaîne. Vous voulez faire arbitre après? On va faire arbitre après. Alors, viens, Jérémy, juste tu regardes l'heure. Oui, seulement 5 minutes. Hein? Il y a 5 minutes. Jusqu'à 50 précis. On t'accompagne pour que Non. Je veux dire, je ferais bien juste peut-être une petite idée rapide sur la différence principale. Je pense qu'on en a parlé entre le Shabbat et le Yom Tov. On sait que c'est Ochel Nefesh. Yom Tov, on a l'autorisation de faire tout ce qui est relatif à la consommation. Dont on apprend, c'est un pasouk dans la Parashat Bo, où il y a écrit là-bas, au sujet de Pessah, il y a écrit Uvayam Arishon, etc. Achasher Yachel Ochel Nefesh, ou Levado Yaselachem. Il y a écrit Kol Melacha Lo Yasebem. Toute Melacha, elle ne sera pas faite dans ces jours-là. Seulement, ce qui sera mangé pour toute Nefesh, il n'y a que ça qui sera fait. Dans ce passage, on dit Kol Melacha, et ensuite on vient restreindre en disant par contre, ce qui est relatif à la consommation, ça, il pourrait être fait. Il y a un magnifique Ramban qui fait soulever des nuances dans les psukim entre la Parashat Bo et dans Emor. Si vous regardez, dans Bo, dans Pessah, on dit Kol Melacha Lo Yasebaem. Ensuite, quand on passe dans Emor, des fois il y a écrit Kol Melacha, tout court, et des fois il y a écrit Kol Melechet Avoda. Il y a écrit soit des fois que Melacha tout court, soit Kol Melechet Avoda, une Melacha de travail. Et quand est-ce qu'il y a écrit Melacha tout court et quand est-ce qu'il y a écrit Kol Melechet Avoda? Il y a écrit Melacha tout court pour Shabbat et Yom Kippour, et il y a écrit Melechet Avoda pour tout le reste des fêtes. Pesach, Shavuot, Sukkot, à chaque fois il y a écrit Kol Melechet Avoda. Pourquoi il y a cette différence-là? Il dit le Ramban, il dit qu'en vérité, lorsqu'on parle de Melechet Avoda, un peu comme ce qu'a dit M. Mimoun, il y a deux types de Melachot. Il y a la Melacha de préparation et il y a la Melacha de consommation. Quand on dit Melechet Avoda, d'après le Ramban, ça veut dire tout ce qui est une Melacha de préparation, c'est-à-dire quelque chose qui nécessite une grande préparation, etc. Tout ce qui est Ochel Nefesh, c'est ce qu'il appelle une Melechet Hana'a, d'en tirer profit. Donc il explique le Ramban que la première fois où ça apparaît dans la Torah d'abord elle a dit Kol Melacha Lo Yasebaem, on ne pourra faire aucune Melacha, et elle vient tout de suite préciser, attention, le jour de Yom Tov, par contre, la Melechet Ochel Nefesh, elle va être autorisée, une Melacha de profit, de consommation, elle sera autorisée. Et ensuite, du coup dans Emor, à chaque fois, on va juste nous dire Kol Melechet Avoda pour les fêtes, pour dire que pour les fêtes, la seule chose qui est interdite, c'est les melachot de préparation, pas les melachot de consommation. Les deux moments où non, par contre, là, tous les types de melachot seront interdits, c'est Shabbat et Yom Kippour, où là, il n'y a pas cette notion-là de Melechet Ochel Nefesh. De là, on voit quoi? On voit que d'après le Ramban, la notion de Melacha interdite, Melechet Avoda, elle n'inclut pas la notion de Melechet Ochel Nefesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux catégories de grandes melachot au niveau de la Torah. Et il y a une melacha qui serait interdite mina Torah, et il y a une melacha qui serait autorisée mina Torah qui est ochel nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire une melacha de ochel nefesh pour la consommation? Très rapidement, on va dire il y a deux grandes chitotes à ce sujet. Il y a une chita qui dit que
tout ce qui est fait pour les besoins d'une achila, n'importe quelle melacha, même une melacha qui vient bien en amont dans le cycle de préparation, qui va être la cueillette de moudre, etc. Si l'objectif, c'est Ochel Nefesh, ce sera autorisé par la Torah. Sauf que les Chachamim, ils sont venus restreindre et ils ont dit que comme les mélachot qui sont bien en amont, en général, on les fait, déjà on peut les anticiper, en plus en général, on les fait en grande quantité, etc. On a peur que si la personne, on lui laisse s'occuper de ces choses-là, il va passer toute sa journée de Yom Tov à faire ces choses-là. Donc les Khamim, ils ont donné un curseur, ils ont dit, tout ce qui va être autorisé, c'est qu'à partir d'un mélacha de l'isha, de pétrir la pâte. Tout ce qui est en amont, tout ce qui va être cueillir, moudre, etc., chasser, tout ça, ça va être interdit Midera Banan. Ça, c'est une première opinion. C'est l'opinion qui a retenu Shulchan Aruch, l'opinion du Rambam, qui comprend que toutes les mélachot étaient interdites, sauf que la Torah, elle est venue dire que tout ce qui est pour l'objectif de consommation, ce sera autorisé. Et les Chachamim, ils sont venus restreindre. Et d'ailleurs, il y a un remez, c'est dans les Yerushalmi, qui dit que lorsqu'on parle de Ochel Nefesh, le pasuk d'après dit Ushmartem et à Matzot. Vous observerez les Matzot. De là, c'est quand la shmira commence à partir du moment où on pétrit la pâte, on fait très attention que ça ne devienne pas du chamet. Donc les Khamim, ils auraient dit à partir de là, c'est qu'à partir de là que ce sera autorisé. Ça, c'est une première façon de comprendre les choses. Il y a une autre shita dans les Rishonim, même si elle n'a pas été retenue par le Shulchan Aruch, qui dit qu'en vérité, non, il y a deux catégories de melachot. Il y a les melachot qui sont celles qu'on va dire de préparation, et celles-là, elles seront interdites minatora, même si elles sont pour l'objectif de consommation. À partir du moment où c'est des melachot de avoda, tout ça, ça va être interdit par la Torah. Et les melachot qu'on va appeler de consommation, ça ne veut pas dire dans l'objectif de consommer. C'est des melachot qui sont faites en général pour être dans l'immédiat, pour être faites dans la journée. Et juste pour finir dessus, comme c'est le temps, j'ai eu deux beaux pérouchim de l'explication de cette raison-là de pourquoi la Torah a autorisé Melechet Ochel Nefesh le jour de Yom Tov. Il y a un Meshech Chochma qui dit que dans le Data Eloki, dans la religion juive, il y a deux façons de s'attacher à Hachem. Soit il y a les mitzvot où c'est un lien direct entre l'homme et Hachem, soit il y a les mitzvot qui sont un lien entre un homme et son prochain, et au travers de ce lien-là, on s'attache à Hachem. Il dit le Shabbat, on nous a interdit toutes les melachot, même celles de consommation, pour que l'homme, au final, la seule chose qu'il a à faire, c'est d'étudier la Torah, que tout déjà soit préparé. Et donc il dit que le Shabbat, c'est l'exemple de la relation entre un homme avec Hachem, et c'est au travers de ça qu'on s'attache à Hachem. À Yom Tov, il dit que l'idée, c'était qu'il y ait de la simcha entre les hommes, qu'on puisse s'inviter, préparer des repas, et au travers du kécher qu'il y a entre les Bnei Adam, c'est comme ça qu'on va s'attacher à Hachem. Il le relie au fait que Yom Tov, et d'ailleurs c'est la particularité de Yom Tov, quelque part, il a confié au Bnei Israël la façon de pouvoir être ceux qui sont à l'origine des fêtes, etc. Donc il dit qu'il y a ces deux grandes idées entre Shabbat et Yom Tov, et c'est la raison pour laquelle la Torah a autorisé Ochel Nefesh pendant Yom Tov pour que on soit smechim et qu'on puisse se rassembler et qu'on soit smechim et que ce kécher entre chacun, il nous attache tous à Hachem. C'est un premier pérouche. Et il y a un Maggid Mishneh, je finis dessus. Le Maggid Mishneh, il dit. Et le Maggid Mishneh, il dit qu'il y a une des raisons, c'est que la notion de Avoda, c'est une préparation. Et il dit qu'en vérité, pour se souvenir que Hachem nous a sortis de la Havdout d'Égypte, alors justement, il nous a interdit tout ce qui est une melechet de Avoda, de préparation. Par contre, ce qu'on a l'habitude de déléguer, c'est des choses de préparation, mais des choses qu'on fait pour le jour même, on n'a pas l'habitude de le déléguer. Donc il dit que ce serait ça la raison pour laquelle tout ce qui est fait sur la journée elle-même, la Torah ne l'aurait pas interdit. Et tout ce qui est de préparation, c'est en général une avdout, pour se rappeler que Eved Aïnou Ben Israël Kajor, il nous a sortis d'Égypte, alors ça, Hachem il nous l'a interdit. Merci, on va juste passer à Arvit là tout de suite, et après on poursuivra avec Nathaniel qui poursuivra, avec la fonction de Ramal. Adonai Tevat Imanu, Midgavranu Liakov Sela, Adonai Tevat Amudamudar, Adonai Yisrael Menariani Vantorenu, Yidgadal Vitkadash Meraba, Be'alma Divrach Yirute V'yamlich Malchute V'yasmach Bukane V'kameshichet, B'chayechon V'yomechon Chayilechol Bet Yisrael, Ba'agala V'zman Kari V'yimru Amen.
יש מרבה מבעל המעל מאיה יברך הבית ותרומה ותנשא ותדע ותעלה ותעלל שמדיקות שבריחו ואלה מן כל ביחתה שרדת ורדה ונחמתה דמירת בעלמה ואמרו אמן והוא חומר ברבנו לישחית ורבה לישיבה פה ולא כחמת אדוני שם לנו מכורנו ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני לעולם ועד ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר בדברו מעריב הרבים מרחמיו וחיים בתמדה ושנים תמחד ותמנים ומסדר לקרבים ושמרתם להגיע כתנו ברוך ימם ולילה וללר מפני חושר וחושר מפני אור מביא יומים ולילה מביא יומים ולילה אדוני תיבת שמו ברוך אתה אדוני המעריב הרבים אהבת עולם בית ישראל עמך עבדת תורה ומצוות חוקים ומשפטים נתנו למטר כי אדוני אלוהינו בקרבנו וכומנו נשיא הבוקר ונשמע ונעלות ובדברי תלמוד תורתך ומצוותך וכבודך לעולם ועד כי הם חיינו ויאמינו במנהיגי יום ולילה ואהבתך וחמדתך ותתנו ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני עובד עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשעריך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה משמעת שמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום ואהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתם את ארצכם ואיתו יראה מלכות ואספת לגניך ותירושך בשעריך ונתתי עשב את ידיך וימתך ואכלת ושבעת ושמתם את דבר הידע על לבבכם ונרשמתם אותם לתן ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולמלאתם אותם את ביניכם לטבבם בשבתך בביתך ובדרכתך בדרך ובשעריך ובקומך וכתבתם על מצוות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם ובבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כן הביאתם לדורותם ונתנו על הציצית הכנפית תכלת והיה לכם לציצית איתם אותו וסרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם אשר אליהם זולים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוות והייתם קדושים אל אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוניכם אמת ואמונה כזאת וגמלים וגמלים ותורתם ולנו יצרמו הפודינו מיד מאחים וגלינו מאחים מכף כל האחיסים אל אני חלם נסענו ובשנו יאמר לכל אויבי נפשנו עשם נפשנו אחים ולא נדמתנו אמרת אגלנו אמרת אחינו ובבות אויבינו ורקבנו קרבתנו ולשמים ותגל בשר ובאותות ובבתים בדבת המחם אמר כבברתו כל ברם ישראל ימצאת המצרים מתוכם אל חירות העולם אמר בימר גזריהם זובר תופסים מסונים בג'בת טיבר ובן עמידים אותו שבאו ודו לשמוע ואותו ותנו כבריהם משה ובני ישראל לכנו שירה וספרה ואמרו כולם מחמוך בעילים אדוני מכמוך על ידי בקדש עד רצה ספרים מלכות אדוני אלוהינו המלך על הים יחד כולם הודו וימנו יאמרו אדוני מלך לעולם ועד ולמר כבד אדוני שיעקב וגאלנו מדרס הגמנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל עד קיווינו אבינו לשלום והעמידנו מהכלים החיים טובים לשלום וחובתנו זכות שלומך ותגננו מהכלים ואת הדבר מפניך וישנו ענה שמך וגד בנינו ואשר מלאנו מכתו יבדי רכב וליצר לכל משלים וגזר שבו ויחסות את זה בנינו והיינו זה לעברנו ותהיינו לשמוע תתנו בנו החיים טובים לשלום אתה ועד עולם יש אמרנו ותהיינו מכל דבר בבר לילה ברוך אתה אדוני שומר את עמו ישראל עד אמן יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח ברכני וקרבי שכם בחייכון וביומכון חיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש שמי רבה מבעל המלמל מאיה יתברך ושבר ותפאר ותרומה ותעשה ותדר ותשב ותעלה שמי דיקודשה בריחו לעילא מן כל מיכתה שחטא תבעת בניך מטה אדם ירן בעלמא ואמרו אמן
יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם יזרע שמסנו ולעל שם אדוני אדוני ירננו וידיח שמך בכל הארץ יתגדל ויתקדש לשמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני וגרב משיחי בחייכון וביומכון חיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מבעלם על מעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה ותעשה ותהדר ותהנה ותהלל שמי לקודשה בריחו לעילם כל ברכתה שירתה שברכתה ונחמתה אדם ירן בעלמא ואמרו אמן יתקבל צלותנו והודון לכל בית ישראל גולם אבוני וישמעיה ורב אמרו אמן יש למה רבה מן שמעיה חיים וצבא וישועה ונחמה ולזהבה ופואו וגאולה וסירה ורבה ורבה והצלה לנו רמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ממרומה ורמה עושה שלום עלינו ושלום ישראל ואמרו אמן שיר למעלות את עינו יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי בחייכון וביומכון חיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך ינם לעמי עלמיה יתברך וישתבח ותפאר ותרומה ותעשה ותהדר ותהנה ותהלל שמי לקודשה בריחו לעילא מן כל ברכתה שירתה שפרתה ונחמתה אדם ירן מעלמא ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמעיה חיים וסבא וישועה ונחמה וזהבה ופואו וגאולה וסיחה וכפרה ורבע והצלה לנו ולכל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ממרומה ורמה ועושה שלום עלינו ולכל ישראל ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני מבורך לעולם ועד עלינו לשלום On va faire tout de suite la fin avec les intérêts. Voilà. Comme on aura la chance que Rosh Hashanah, c'est dans un mois, on va vous dire un petit peu là. Voilà. Ça sera Shabbat. Non, mais ça sera Shabbat. Alors, on va faire tout de suite. Alors, mets-toi en face. Ah, voilà. Donc là, on va faire la dernière Mishnah. Et ensuite. Le Sioux. C'est bon, j'en ai pour 5 minutes. Hein. Alors, ça va. Messieurs, on reprend. Voilà, je finis juste la Masechet Betsa. Donc, la dernière Mishnah, comme ils ont très bien entendu tout le monde, ça parle des lois des Mouktsé. Donc, on a la question, comme il a dit Gérard, c'est de savoir à quel point l'objet. On a un objet qu'on va utiliser pendant Yom Tov ou de la nourriture. La question, c'est de savoir est-ce que ça a été préparé pour s'en servir pendant Yom Tov. Donc là, on parle des animaux. On a des vaches. Je ne sais pas si on parle des vaches ici. Ou, des animaux, peu importe des animaux. Il y en a qui sont domestiques, il y en a qui sont moins domestiques, qui sont dans les pâturages. Donc je lis la Mishnah. C'est quoi ? Qui sont sauvages. Ouais, on peut dire. C'est ça, elles sont sauvages. Donc, on n'a pas le droit de donner à boire et de faire la shrita, parce que du coup, Yom Tov, on a le droit de faire tous les interdits pour manger. Donc là, on a le droit de faire la shrita d'un animal Yom Tov pour le manger. Donc, midbariot, c'est les vaches qui sont dans les pâturages. Littéralement, c'est dans le désert, ça veut dire sauvage. Aval mashkin veshortin et abaitot, on a le droit de leur donner à boire et de faire la shrita de celles qui sont domestiques. Donc qui sont à la maison. Baitot, c'est comme bayit, ça veut dire qui sont à la maison. Alors, on va voir de quoi ça parle, voilà, qui sont domestiqués. Et Louen Baitot, voici celles qui sont domestiques. Alanot Bayir, ceux qui reviennent dormir dans la ville. Midbariot, c'est quoi les vaches sauvages? Alanot Baafar, ceux qui sont dans les pâturages. Donc voilà, celles qui sont dans les pâturages ne sont pas destinées à être mangées pendant Yom Tov, donc on n'a pas le droit de faire la shrita. Et ni de leur donner à boire. Alors la Gemara demande, c'est quoi cette histoire de donner à boire? Pourquoi on n'aurait pas le droit de donner à boire? En fait, il y a une Mishnah au début du Perek En Tzadin, le 2e chapitre,
qui dit qu'on a le droit de donner à manger aux animaux, à part les poissons, parce que les poissons, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne à manger, mais les autres animaux, on a le droit de leur donner à manger, donc ce n'est pas le problème. En mashkin. Alors la Gemara demande, la maline memar mashkin veshortin, pourquoi tu me dis que les domestiques, j'ai le droit de leur donner à boire et de faire la shrita? Ok, la shrita, mais donner à boire, il n'y a aucun interdit. Répond la Gemara, je viens t'apprendre, de l'ashkein nishbemto, avant de faire la shrita, il faut donner à boire, ve'adar lishrot. Ensuite, il fait la shrita. Qu'est-ce qu'il gagne avec ça? Mishum sicha de mashra, parce que la peau, elle va un peu se détacher du corps de l'animal, parce que ça va par l'humidité de l'eau, et donc ça va se permettre de dépecer l'animal plus facilement après la shrita. Donc ça, c'est juste un conseil pour dépecer facilement. Ce n'est pas du tout un conseil pour les bouchers. Tanoura banane. Alors la Braïta donne maintenant les critères. Donc dans la Mishnah, on a dit il y a des domestiques et celles qui ne sont pas domestiques, celles qui sont sauvages. Alors la Braïta dit comme ça. Tanoura banane, éloigne midbariot. Voici celles qui sont sauvages. Éloigne baitot et voici les domestiques. Midbariot, kochiot, sobe, pessar. Les sauvages, celles qui sortent, qui vont dans les pâturages à Pessar, donc au début du printemps, Verot, Béafar, elles vont dans les pâturages, Petre, Vénichnasot, Berevia, Rishona, et elles reviennent à la première pluie. C'est quand la première pluie? C'est maintenant. Ouais, c'est juin, voilà. Donc au début de l'hiver. Vélouen Baitot, et les domestiques, c'est quoi? Quand chez Yotsot, Verot, Routslatrum, elles viennent juste, elles vont paître en dehors du Troum, donc de 2000 amot, ou Baot, Vélanot, Betochatroum, et le soir, elles rentrent à la maison. Elles dorment à l'intérieur du Troum, en tout cas. Voilà la définition de domestique et pas domestique. Et donc, les domestiques, on a dit dans la Mishnah qu'on a le droit de les faire la shrita pendant Yom Tov, et celles qui sont sauvages, on n'a pas le droit. Rabbi Omer, Rabbi, il a un autre critère. Elou ve'elou baitot. Celles que tu as dit qui partent à Pessah et qui reviennent en Cheshvan, elles sont même domestiques. C'est vrai qu'elles ne sont pas là pendant 6 mois, mais ce n'est pas grave. Elles s'appellent domestiques. C'est lesquelles? Celles qui sont sauvages. Et la Elou et Midbariot, les sauvages, celles qui sont vraiment parties, qui ne reviennent jamais, ni en été, ni en hiver, celles-là, c'est les sauvages. Et celles-là, on ne pourrait pas les emmener, c'était vraiment improbable qu'on vienne les manger Yom Tov, donc du coup elles sont mouxées, donc on n'a pas le droit de faire la shrita Yom Tov. Les rabbis. Alors la Gemara, elle fait une remarque, elle dit tiens, qui est-ce qui a parlé? C'est Rabbi. Donc là, tout l'enjeu ici, c'est de savoir si c'est mouxé. Il y a un problème, c'est que Rabbi, dans une autre situation, il a dit qu'il n'avait pas mouxé. Donc comment ici il parle des critères de mouxé pour les vaches, alors que lui-même il a dit qu'il n'y a pas mouxé? Où est-ce qu'il a dit ça? Une fois Rabbi Shimon Rabbi a posé la question à Rabbi, justement, Patilet Mara, donc il cueillait les dattes, et elles n'étaient pas encore mûres, il les mettait dans des paniers en osier de feuilles de loulave pour les faire mûrir à l'intérieur. Le fait de les entreposer là-bas, ça faisait mûrir les dattes. Et en fait, on pouvait les manger, mais ce n'était pas très bon, mais on pouvait les manger même avant qu'elles soient finies d'être préparées, d'être mûres. Et donc, il lui a posé la question, est-ce que j'ai le droit pendant Yom Tov de me servir, vu que ce n'est pas destiné à être mangé tel quel, mais je peux quand même les manger? Alors, il a posé la question d'après Rabbi Shimon. C'est qui Rabbi Shimon? Alors, il y a une grande marque loquette dans Mouktsé. Rabbi Shimon fait partie de ceux qui sont plus indulgents dans Mouktsé. Ils ont très peu de cas de Mouktsé. Et donc, il lui demande, est-ce que malgré tout, dans ce cas-là, ça serait interdit? Et il lui répond, Maoua, Marlé, En Mouktsé de Rabbi Shimon. Et là, Gros Rod Vetimouki, le seul Mouktsé, le Mouktsé par excellence, que même Rabbi Shimon, qui est permissif, lui, il interdira, c'est quand j'ai pris des figues ou des raisins pour les faire sécher, faire des figues sèches ou des raisins secs, et je les mets sur mon toit. Et en fait, ils sont fraîches, donc je peux les manger telles quelles. Mais quand je les mets sur le toit, en quelque sorte, je m'en écarte parce qu'elles vont sécher à moitié sec, c'est pas bon du tout. Ça se mange pas tel quel. Sauf si j'ai vraiment envie. Et donc là, le fait d'avoir fait cette action, de m'en être écarté pour les faire sécher, ça, c'est vraiment une action qui vient de ma part. C'est pas juste que j'ai pas pensé le préparer. J'ai fait une action positive pour les écarter. Donc là, même Rabbi Shimon qui est permissif, il dira non, là, faut pas exagérer. Là, je m'en suis écarté, donc c'est mouxé, donc je peux pas venir Yom Tov et les manger. Et lui, du coup, il lui pose la question, est-ce que les dattes qui sont pas mûres, c'est comme les figues qui sont sèches et les raisins secs? Il lui dit du coup, il lui répond, il lui dit non. Il lui dit le seul mouxé, c'est les figues sèches et les raisins secs qui ne sont pas mangeables tels quels. Et surtout que j'ai fait une action pour m'en écarter. Alors du coup, on a une question. D'un côté, Rabbi nous donne la définition des vaches qui sont mouxées. D'un autre côté, il dit qu'il n'y a pas de mouxé si ce n'est dans un cas extrême de fruits secs. Il faut se décider, il y a mouxé ou il n'y a pas mouxé? Alors, il y a 3 réponses, et après on finit avec ça. Alors, première réponse, en vérité, les vaches que j'envoie paître pour toute l'année, ce que Rabbi appelait les vaches sauvages, celles-là, je les envoie paître pour tout le temps. Donc, c'est comme si je fais une action positive, je m'en écarte, et donc c'est comme les figues et les raisins secs. Première réponse, donc c'est vrai. Donc, Rabbi a toujours pensé qu'il n'y a pas de mouxé, si ce n'est dans des cas extrêmes, et les vaches et les figues sèches, c'est des cas extrêmes. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, il reconnaît. Deuxième réponse, les Baïtéman, il verra des Rabbi Shimon Kamar, en vérité, lui, il pense qu'il y a mouxé. Quand on lui a posé la question sur les dates, il a dit il faut un cas extrême pour avoir mouxé. Oui, en fait, lui, il pense que même dans des cas qui ne sont pas extrêmes, il y a mouxé. Il a juste dit il y a un Tana qui s'appelle Rabbi Shimon, que lui, il penserait que c'est mouxé que dans un cas extrême. Du coup,
Mais il ne parlait pas de ce qu'il pense lui-même, Rabbi. Rabbi il pense qu'il y a pas de Mouktsé, qu'il y a Mouktsé. C'est pour ça qu'il dans les vaches, il a dit il y a Mouktsé. Maintenant, quand on lui a posé la question, il a répondu le seul Mouktsé, c'est dans un cas extrême de fruits secs. Il parlait selon Rabbi Shimon, mais ce n'est pas ce qu'il pense lui-même. Donc ça résout la contradiction. Troisième réponse, c'est-à-dire lui, en vérité, il pense comme Rabbi Shimon, qu'il y a Mouktsé que dans un cas extrême. Ah, pourquoi dans notre Mishnah, il a trouvé de l'histoire des vaches, il a dit que c'était Mouktsé. En vérité, il ne le pense pas. Là, une fois, on répond que ce qu'il a dit sur Rabbi Shimon, il ne le pense pas. Et une fois, on répond qu'en vérité, il pense comme Rabbi Shimon, mais ce qu'il a dit ici dans les vaches, il ne le pense pas. C'est-à-dire, il s'adresse à Chachamim. Moi, de toute façon, je n'ai pas Mouktsé, si ce n'est dans des cas extrêmes. Vous qui avez Mouktsé, alors sachez que la définition des vaches sauvages, ce n'est pas des vaches qui partent et qui reviennent, qui partent au printemps et qui reviennent au début de l'hiver, au début de l'automne, c'est des vaches qui ne reviennent jamais, ni en été, ni en hiver. Donc, c'est ça qu'il leur dit. Je lis dans les mots, les livrem de Rabbanan Kamarleu, les dit, Mouktsé. Moi, de toute façon, je n'ai pas Mouktsé. Je fais comme Rabbi Shimon. Il a dit, trou, vous qui avez Mouktsé, Odoulimiyat, si elles partent à Pessah, elles reviennent au début de l'automne, celles-là, elles sont encore domestiques. Voilà ce qu'il vient dire Rabbi. Mais il ne parle pas de ce qu'il pense lui, il parle d'après. Ça veut dire qu'il rentre dans la vie des Chachamim, il leur dit, vous ne devrez pas penser comme ça, même d'après ce que vous dites vous. Les Amroulé Rabbanan, l'omid barioten, et sur ça, Chachamim, il s'oppose. Voilà, on finit avec un noun, il a dit Michael. L'omid barioten, celles-là, c'est les sauvages. Bien qu'elles reviennent au printemps, elles reviennent en automne, elles sont quand même sauvages. Adran alach meshilim perot, veslika masechet betza. Je vais faire. Je finis le Adran. Okay. Alors, Adran alach masechet. Vous voulez faire avec vous voulez faire, on fait à plusieurs ou le Kaddish. Juste le Kaddish. Ok, alors je fais. Adran alach masechet betza ve'adra chalan. Datan alach masechet betza ve'adra chalan. Nanitne sheminach masechet betza ve'latitne sheminan la bel maden la bel madeate. Adran alach masechet betza ve'adra chalan. Datan alach masechet betza ve'adra chalan. Nanitne sheminach masechet betza ve'latitne sheminan la bel maden la bel madeate. Adran alach masechet betza ve'adra chalan. Datan alach masechet betza ve'adra chalan. Nanitne sheminach masechet betza ve'latitne sheminan la bel maden la bel madeate. Yantam לפניך אדוני אלוהינו ואלוהינו שתורת חומנותנו בעולם הזה ותהיו עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רב חם בר פפא, רכיש בר פפא, סוכב בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל ועניין כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודע שמך ולמד תורתך לשמה ואויבי איתך כמיני מצוותיך כלעולם ידי יהי לי ביטנים בחוקיך למען לא אבוש לעולם לא אשכח פיקודיך כי בהם חייתני ברוך אתה אדוני למדיני חוקיך אמן 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 סלה ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאהבתנו ששמת חלקנו ביושבי בית המדרש ושמת חלקנו ביושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אנו עמלים והם עמלים אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים והם מקבלים שכר אנו רצים והם רצים אנו רצים לחיי עולם הבא והם רצים לדבר שחת שנאמר בתהילים תורידם לדבר שחת אנשי דיינו מרמה לא יחצו עמהם ואני אפתח בך יהי רצון לפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתני לסיים מסכת ביצה כשם שעזרתנו לסיים מסכת ביצה כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים והאמוראים והתלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרענו שאותמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם ותתקיים בנו ותלך תנחאותך בשוכבך תשמור עליך והקיצתי כיסריך כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימים בבינה ובשמאל יושר וכבוד אדוני עוזלם וייתן אדוני יברך את עמו בשלום. Faites vous? Fais-moi? Non, en fait, fais ensemble. Je fais pas vite. Yid Gadal, Yid Kadash, Meraba. Be'alma, Diwati, Litradata, Ulachaya, Metaya, Ulasaka, Yata, Yachaya Alma, Vivne, Karta, Diflem. ושאכלה אכלה בגרה ומעיקר ותחנה נוחרה מנהרה ולהטבה ולחנה די שמעיה לאתחה וימליך קודשה בריחו ומלכותה בקרה יזמה חוקנה בקרה ומשיחה בחייכון ובמכון חיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש ימי רבה וברר לאדם לבני המדינה יתברך השתבח ותפארה ותחומה ותעשה ותדע ותעלה ותדל תמד ותשע וריחו אלא מכל בחייתה ותשעת ברכתה ונחמתה לאמירת בעלמה ואמרו אמן על ישראל ורבנן והתלמידיון וכל תלמידי תלמידיון וכל זמן גזעין ואורייתא כתיבתך אתם ולאכלתה ואתה אלא לנו נכון שלמה רבה וחיזה וחזה וחן ערכין זונה ערכין ופורקנה וקנה ונשמיה ושמיה הרב יראו אמן
יש למה רבה משמעיה, רבה ותנועה ונחמה ודמה וגאולה וסליחה ורבה וריבה והצלה, לנו לעם ישראל ואמרו אמן. ועושה שלום ממרומה ואמרת לחברינו וכל ישראל ואמרו אמן. Il faut commencer la prochaine. Non, non, il faut commencer tout de suite. C'est bon, moi j'ai pas besoin. Il faut commencer la deuxième. Ouais, la deuxième, on va gagner. Ils sont bons. On va faire quelques lignes là. On va lire la Mishnah. La Mishnah, on va pas prendre beaucoup de temps parce que si on explique chaque détail peut prendre 10 minutes. Il y a 15 détails, donc chacun ça peut prendre 1 heure et quelques. Mais on va juste faire un petit résumé, une petite introduction. Alors, il y a 4 fois Rosh Hashanah dans l'année, il y a 4 débuts dans l'année, il y a 4 nouveaux cycles qui se renouvellent dans l'année. Il y a pour les rois et les chagim, il y a pour le Maaser Behema, pour les années, pour la Shemitah, le Yovel, tout ce qui concerne les années, tout ce qui est compté d'après les années, et tout ce qui est pour ce qui est agriculture. Alors, on va voir tout de suite. Arba'a Rashi Shanim, il y a 4 nouveaux cycles dans l'année qui sont chacun un Rosh Hashanah, une nouvelle année par rapport à quelque chose. Behad ve Nissan Rosh Hashanah al-Amlachim. Le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah, le compte de la nouvelle année pour les rois. Velar Galim pour les Chagim aussi, ça concerne les Korbanot. Donc les rois, on leur compte une nouvelle année, même s'ils ont fait que 1 mois ou que 2 semaines. Behad ve Elul Rosh Hashanah le Maaser Behema. Ceux qui devaient donner le maaser de leurs animaux, puisqu'on sait qu'on doit donner le maaser des animaux aussi, ils comptaient, ils séparaient les animaux qui sont nés avant le premier Elul et les animaux qui sont nés après le premier Elul, parce que la Torah a demandé de faire le maaser Shana Shana. Ce qui est né dans l'année 5781 se fait à part, ce qui est né en 5782 se fait à part. C'est la même chose aussi, on va voir plus tard pour l'agriculture, mais déjà pour le Maaser Behema. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon omrim bechad betishri. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon nous disent pour les animaux comme pour les plantes, ce sera le premier Tishri. Bechad betishri Rosh Hashanah lashanim. Le premier Tishri, c'est le Rosh Hashanah pour les années, c'est-à-dire on compte la nouvelle année par rapport à tout. Les gens, comme on a l'habitude de faire le Rosh Hashanah, le premier Tishri, donc lorsqu'on doit le nom de l'année, on commence à compter 5781-82, c'est à partir de Rosh Hashanah. Dans les Shtarot, il faudrait écrire la même chose pour les contrats et ainsi de suite. La Shemitah, on commence à compter à partir de Rosh Hashanah du premier Tishri. La Yovlot, le Yovel également. La Netira, pour les nouvelles pousses, lorsqu'on a planté un arbre, tout dépend de combien de temps il était avant Rosh Hashanah, avant le premier Tishri. La Yirakot, la même chose, comme on avait dit, le maaser des plantes aussi, il faut les séparer. Donc, ce qui a poussé avant le premier Tishri, on fait le maaser à part, et ce qui a poussé après le premier Tishri, on fera le maaser différemment. Behad Vishvat, Rosh Hashanah Leilan, le premier Shvat, c'est la nouvelle année des arbres, qu'est livré Bet Shammai, selon Bet Shammai, donc la nouvelle pousse commencera à être compté un arbre, considéré un arbre à partir du premier Shvat, selon Bet Shammai. Bet Hillel Omrim Behamisha Asarbo. Bet Hillel nous dit alors pour les arbres, il y a 2 conséquences. Une, c'est comme on a dit, les fruits qui ont poussé avant le premier Shvat ou le 15 Shvat selon Bet Hillel, on leur fait le maaser séparément, et les fruits d'après, c'est un autre maaser. Mais il y a une deuxième conséquence, lorsqu'on a planté un arbre, on a les 3 années de Orla, la mitzvah de Orla, 3 ans, il ne faut pas consommer les fruits. Et ensuite, après tout Bishvat, on pourra consommer les fruits. Donc, on comptera, si on a planté juste avant Rosh Hashanah, on aura 1 année, 2 années, 3 années. Et la 3e année, on attendra tout Bishvat pour considérer ça. La 3e année, 1 année entière, pour permettre les fruits. C'est un peu compliqué d'expliquer brièvement, mais il faut, avec une image, vous verrez, Be'ezrat Hashem, lorsqu'arrivera le moment. L'image, elle est très simplifiée, elle simplifie le dogme. Parfois, c'est 3 années
et encore 2 mois, 3 mois et demi jusqu'à Toub Shvat, mais parfois ça se compresse et c'est moins que ça. On verra Be'ezrat Hashem le temps venu. Dès demain, merci à la 27h30 ou 21h ou Ça va grave. Oui, du moment chocolat pour notre anniversaire. Franchement, chacun a fait différent, chacun des plombiers. Sans aucune réunion de préparation. Où vous trouveriez le temps pour le préparer en plus. Oui, ouvre la boîte de chocolat. Franchement, Michael, j'aurais dû me dire tout ça, je serais venu. Mais bien, c'est quoi? Ah là là, bien, ils vont la punaise, ça m'énerve. Non, c'est bon. Le bonnet, exactement. C'est la campagne. La campagne, ça c'est
C'est un peu mentalement comme ça qu'il connaît. Ça est normal, vous savez comme ça, hein? Dans tous les politiques, il y a plus de gens qui ont tous des romans de l'école, comme ça, des gens du dos, tout ça, des mineurs. Et je pense que c'est un primaire qui est très important, c'est vraiment. J'ai donné non, j'ai celle de Jacques en petit. J'ai pas la clé là, mais j'ai marqué son nom dessus. Et qui permet de travailler. D'accord, tu dis celle de Jacques et j'ai mis ça, ça m'a compact, tu m'as dit. Ça, en compact. Ok. Pour le Maroc, c'était que pour son cas. Maintenant, toi, ah, oui, bah, principalement les horaires quand t'es pas au bout, on donne quand on fait le soir, on fait la suite, mais après, t'as d'autres groupes, on va se mettre d'autres télégrammes, et là, t'as beaucoup eu les résultats, c'est une communauté, les appels se connaissent, il y a toujours des complans, des ça vaut le coup. Ça vaut le on les achète les 3 derniers mois chez l'éditeur. On les prend il y a des et après avec il y a énormément de choses. Par contre, vous commandez longtemps, avec le problème de logistique au niveau mondial, ils sont plus une demande de comment je peux pas demander
Là, il est tombé, d'accord. Là, il est pas. Même si l'autre, on peut pas. Ah, d'accord. Encore. Ah, ça, c'est bien compris. Ah, d'accord. Des matchs. Non. Mais t'as écrit. Non, c'est longtemps, pas maintenant. Il est là, ça. Bah, vous dites, ça va. C'est visible. Oui, forcément. Parce que ça, les grands modèles. Là, on va bien faire des